Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Stella évidemment. L'info du soir, Bill Clinton se met au polar avec le livre Le président a disparu. Pour Télérama, qui propose un focus sur cet événement médiatico-politico-littéraire, le titre ne retiendrait pas l'attention s'il n'était signé de l'ex-président Bill Clinton et du romancier à succès James Patterson. D'un côté un ancien locataire de la Maison Blanche et de l'autre un professionnel du polar. La parution américaine vient d'être confirmée pour juin 2018 et dans la foulée en France, nous y reviendrons parce que nous sommes très attentifs aux écrits des hommes politiques. Les titres de votre 20h. Le Big Data va-t-il remplacer les sondages? Les regards du journaliste Sébastien Pisane et du sondeur Jérôme Paoli. Dans la seconde partie, le décryptage par la culture, la communication politique et l'opinion publique avec Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. De nombreuses enquêtes d'opinion, des sondages proposent régulièrement des focus, une photographie même de l'opinion publique à un instant T. Nous en parlons avec Sébastien Pisane et Jérôme Paoli. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Jérôme Paoli, sondeur, Sébastien Pisane, journaliste. Alors, une définition du Big Data, parce qu'il s'agit de cela ce soir dans notre émission, c'est l'analyse de données de masse, des données de masse récoltées sur le numérique. Jérôme, le Big Data, ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez en danger? Vous savez que c'est pas nouveau le Big Data? Oui. Parce que les services de renseignement, par exemple, scrutent depuis de nombreuses années tout ce qui se passe sur dans l'univers. Vous qui avez travaillé depuis longtemps dans le renseignement, vous êtes au courant. Non, je ne suis pas un honorable correspondant. Mais c'est la base du renseignement. On regarde tout ce qui se passe sur Internet, dans l'univers numérique. Mais est-ce que vous vous sentez en danger? Pas une seconde. Pas une seconde parce que, j'allais dire, ça ne remplit pas les mêmes fonctions. Par exemple, les big data, ça ne répond pas à une question. Ça ne répond pas à une intention de vote. Pour qui avez-vous l'intention de voter au présidentiel? Ce n'est pas une question qui est posée via les big data. Donc c'est des techniques et des méthodologies qui sont complètement différentes et qui d'ailleurs ne sont pas incompatibles parce qu'on s'aperçoit que maintenant les instituts de sondage commencent à réfléchir à utiliser ces technologies pour compléter les résultats qu'ils obtiennent avec des sondages. Donc, il n'y a pas d'opposition formelle. On ne pose pas de questions, mais il n'en reste pas moins quand même que, il me semble avoir compris que toutes ces start-up et autres entreprises qui se sont positionnées dans ce secteur, auxquelles je ne comprends pas grand-chose parce que c'est bourré d'algorithmes. Donc c'est très scientifique. C'est complexe et scientifique, avec des algorithmes secrets d'ailleurs. Enfin, ça a l'air d'être un peu le Da Vinci du numérique. Hein. Mais il n'en reste pas moins que quand même ces sociétés essaient d'évaluer le poids numérique d'une personnalité politique engagée, par exemple, dans une élection. Alors, ça tient notamment au buzz que fait cette personnalité politique. D'ailleurs, buzz qui peut être positif ou négatif. Après, alors je me suis penché un peu sur la question. Ils s'intéressent, disent-ils, à la sentimentalité. C'est-à-dire, ils essaient de mettre aussi du qualitatif. Bon. Pour faire simple, à un moment donné, la question est de savoir un peu quelle est la visibilité de cette personnalité politique sur les réseaux sociaux, où c'est vrai se joue désormais une partie de la campagne. Et alors c'est vrai qu'on était sans doute rentré dans quelque chose d'excessif à vouloir opposer absolument le big data au sondage, mais il n'en reste pas moins que certaines de ces sociétés, donc qui sont très positionnées dans ce secteur, avaient, nous dit-on, un peu vu venir certaines élections qui ont surpris les commentateurs. Oui, dans le Brexit, parfois Trump, surpris les sondeurs, Brexit, élection de Trump. Mais après, il faut dire une chose, les sondeurs ont fait une très belle élection présidentielle en France. Et là, Jérôme est très heureux de ce qu'il vient d'entendre. J'allais dire, on n'a pas à être heureux ou malheureux d'avoir fait des sondages qui font qui sont proches des résultats. Très précis, vraiment. Vous allez bientôt nous expliquer que c'est des ONG, les instituts de sondage. Vous avez quand même intérêt à avoir un tout petit peu raison pour continuer à vendre du sondage quand même, pour dire les choses. Je vais aller plus loin dans le raisonnement. Quand on fait un sondage 4 semaines avant une élection, 5 semaines avant une élection, et les résultats qu'on produit à ce moment-là ont de grandes chances de ne pas être les résultats de l'élection. Donc, on mesure une tendance à un instant T.
Cette tendance, elle peut évoluer parce qu'il y a une campagne électorale, parce qu'il y a des mouvements d'opinion. Et c'est vrai que sur la dernière présidentielle, il y a eu des mouvements d'opinion très très forts. Je répète là depuis plusieurs semaines que quand même la grande question il y a 6 mois, c'était Sarko-Hollande qui va gagner. Résultat des courses, ni l'un ni l'autre. Donc les opinions ont bougé, etc. Mais on n'est pas des pronostiqueurs, j'allais dire, et encore moins des bookmakers. Donc on n'a pas à se réjouir d'avoir donné des sondages qui sont proches de la réalité 6 mois avant. En revanche, si vous regardez les sondages, 3-4 jours avant les élections, toutes les élections, en général, ils sont toujours très proches de la réalité. Parce que plus on sonde... Jérôme, vous pouvez pas, excusez-moi, mais vous pouvez pas dire ça. Mais alors, exemple, si on prend Le Pen en 2002, on va toujours trouver des exemples correspondant à votre pensée. On trouvera des exemples correspondant à la mienne. Mais le Brexit, les sondages, ne l'avaient pas vu venir. Le Trump, les sondages, c'est carrément vautré. Je fais pas de l'anti. Vous savez que je l'utilise aussi, le sondage. Dans cette émission, on l'utilise aussi pour dialoguer, pour confronter les opinions. Mais quand même, c'est pas tout le temps juste. Alors, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est le moment? Vous l'avez dit, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est tout le temps mais juste. Pourquoi, sur le Brexit et sur Trump, il y a aussi des mouvements jusqu'au dernier moment ont bougé, des opinions qui ont bougé et qui ont basculé. Et c'est ça qui est difficile à mesurer. Après, le sondage, dans la façon de faire un sondage, c'est scientifique, un sondage. Il y a une méthodologie, ça s'appelle la méthode des quotas. C'est pas des chiffres qui sortent d'un chapeau. Ce qui s'est passé là, c'est que... la dernière semaine, par exemple, sur les présidentielles, les 4 blocs que vous aviez pour le deuxième tour, tous les sondeurs l'ont donné. Tous les sondeurs. Non, mais sur cette élection, il y a rien à dire. Même avec des scores qui étaient relativement proches de ceux qui sont sortis des parce qu'on se rapprochait aussi du terme de l'élection. J'ai quand même vu, le soir du premier tour, j'ai quand même vu quelques responsables d'instituts de sondage qui, eux, affichaient un sourire. Parce qu'après, il faut remettre les choses dans un contexte. Mais moi, je suis pas c'est vrai que les sondeurs, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, ont été mis un petit peu sur le grill, parfois de manière complètement exagérée. Et c'est vrai qu'on leur a opposé ces nouvelles méthodes existant aujourd'hui. Moi, je veux juste dire une chose très simple en tant que journaliste, c'est qu'à un moment donné, le sondage, c'est un outil parmi d'autres. Et je regrette qu'à un moment donné, les médias eux-mêmes aient sans doute fait du sondage l'alpha et l'oméga. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas là pour pronostiquer. Après, malgré vous, d'une certaine manière, quand vous établissez des résultats, nous, en tant que journalistes, si on se borne à faire du commentaire, on passe notre temps. Il y a moins d'analyse critique, de décryptage, Sébastien, c'est ça? Plus du commentaire du sondage et moins d'analyse, de distance du décryptage. Moi, j'étais ravi d'une chose, c'est que, peut-être pour de mauvaises raisons, parce qu'il y avait ce bashing anti-institut de sondage au début de la présidentielle française, un certain nombre de rédactions se sont dit tout simplement, on utilise un peu moins les sondages et on renvoie les journalistes sur le terrain. C'est le cas du Parisien, notamment. Oui, mais enfin, les Échos a lancé un sondage quotidien. Oui, chacun a eu sa... Aujourd'hui, les rollings, c'est-à-dire que les médias ont fait des sondages quotidien sur les intentions de vote. Mais je trouve toujours intéressant, quoi qu'il en soit, quand une rédaction renvoie ses journalistes sur le terrain, parce que, alors certes, on ne va pas donner des classements, on ne va pas, sortant de ces reportages, donner des chiffres, mais il y a quand même des tendances de fond qui ressortent. Moi, je vois simplement à l'échelle locale, ce matin, on a fait ce qu'on a appelé les carnets de campagne, pendant tout avant le premier tour, puis dans l'entre-deux tours, on a envoyé les journalistes sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses. Je veux dire, par exemple, le score du FN à Ajaccio ou dans l'ensemble de la Corse, mais par exemple sur Ajaccio, où on avait envoyé un journaliste faire un papier de fond dans les quartiers est notamment de la ville, le fait que la ville soit scindée en deux avec un gros vote FN à l'est d'Ajaccio ne nous a absolument pas étonnés, quoi. Mais vous n'avez pas étonné à vous non plus, parce que lors d'un dernier sondage, vous aviez prédit donner le résultat du Front National encore. Prédit. Oui, prédit, pardon. Excusez-moi, c'est vrai. Soyez précis. Bien joué de m'avoir repris à la volée. C'est bien, mais vous aviez mesuré. Vous ne pouvez pas empêcher qu'à un moment donné, il y ait des projections qui soient faites à partir des résultats que vous fournissez. Les sondages, pour aller dans ce que tu dis, ce qui mesure, ce sont des tendances. C'est pourquoi on fait des sondages 6 mois avant une élection, 8 mois avant une élection, enfin, bien en amont de l'élection. C'est pour mesurer les tendances. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, par exemple sur le Front National et Marine Le Pen, on s'aperçoit qu'il y a des tendances qui sont fortes, qui sont lourdes et qui
de vague de sondage en vague de sondage, se confirme. Après, si ça se confirme, ça finit par devenir une réalité. Et c'est ça que mesurent les sondages. C'est des tendances, et après, on a des outils qui permettent d'affiner ces tendances. C'est-à-dire qu'on sait quelle est plus ou moins qui vote pour Marine Le Pen, qui vote pour la droite, qui vote pour la gauche, en fonction de la répartition géographique, etc. Donc, mais l'outil sondage, il sert beaucoup à ça. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est un outil parmi d'autres. Mais c'est un outil d'analyse et d'accompagnement. C'est une source d'information, voilà. Mais c'est pas là pour dire ils vont faire 22 le 12 mai à 18h. Hein. C'est plus difficile en Corse. Est-ce que c'est plus difficile en Corse de sonder les opinions publiques? Alors pour le pratiquer un peu, on n'a pas toujours eu des résultats, on va dire, exceptionnels. Vous avez cette franchise, c'est pour ça que on vous apprécie dans cette difficulté. Il y a des difficultés sur la Corse. Il y a des difficultés parce qu'un sondage ne mesure pas tout. Pour parler un peu aussi clairement, il y a des votes. Quand une commune fait 100% ou 98% pour un candidat, c'est qu'on n'est plus dans la rationalité. Et qu'effectivement, si vous sondez une population représentative sur l'ensemble des territoires, vous ne pouvez pas descendre à ce niveau de vote. Il y a des communes qui font 90%. Non, mais il y a eu des communes où, quand on sort, des communes rurales, il y a des communes où on sait que souvent on suit le maire. C'est pas une nouveauté en Corse, mais c'est pas un reproche. C'est qu'après, derrière, c'est très difficile quand on fait un panel sur la Corse, on mesure 600, 800 personnes. Donc on ne descend pas au niveau de la commune. Et ces accumulations de petites communes qui font des scores qui sont très particuliers ou pour des raisons qui sont assez particulières et pas forcément des raisons, idéologiques, font que quelquefois on peut tomber à côté. Mais les tendances en général, si vous regardez, on a un contre-exemple qu'on a vécu sur Ajaccio, qui a été un vrai contre-exemple. Mais alors, même sur la contextualiser, c'est important les propos pour le téléspectateur. De souvenirs, on avait donné Simon Reynouch gagnant en 2014. Et c'est Laurent Marcangeli qui a gagné véritablement et de façon forte. Donc on peut le dire. Le sondage correspondait pas à la réalité, mais sur les territoriales où même on avait donné Paul Jacob largement en dessous, les tendances qui donnaient les nationalistes en tête avec une vraie dynamique se sont avérées vérifiées. Les candidatures des autres partis, à 1 ou 2 points près, on avait les grandes masses. Et au deuxième tour, Paul Jacob est retombé dans les masses qu'on avait à peu près mesurées au premier tour. Et on a retrouvé l'écart au deuxième tour entre Gilles Siméon et Paul Jacob qu'on avait au premier. Oui, c'était assez juste. Donc, si vous voulez, globalement, les tendances, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de tendances, elles sont rarement fausses. Alors pour le journaliste, Sébastien, le journaliste qui suit la vie publique, le journaliste qui suit la politique, est-ce que le sondage, vous travaillez dessus, ça vous sert aussi pour décrypter, pour comprendre. Mais le big data, on l'a dit, cette façon de collecter les informations sur le numérique, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'humeur, de l'humour également, très fortement présent, de la notoriété, tout ça, ça peut vous servir aussi, ça peut venir en complément. Aujourd'hui, au moment T où on parle, on ne dispose pas des outils qui nous permettent d'appréhender. Dans un futur récent, par exemple. Alors, peut-être si ce type de démarche tend à se généraliser, peut-être que ça aboutira à des résultats plus ou moins intéressants, mais ça restera de toute façon, encore une fois, toujours un outil parmi d'autres. Quand on voit tous les buzz qui s'effectuent à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même une certaine prudence, parce que moi, encore une fois, il y a ces algorithmes secrets, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment, au milieu de cette foultitude de commentaires, de reprises, de partages, de choses positives autant que négatives, on arrive à établir des trajectoires. Certains ont l'air d'y arriver. Écoutez, on verra demain. Et puis, comme pour les sondages, le Big Data avait donné juste, contrairement au sondage Trump et le Brexit, mais c'est totalement vautré la majeure partie des instituts qui font du Big Data sur l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'ils avaient donné François Fillon, y compris 3 semaines avant l'élection. Ça reste rassurant pour nos démocraties. À un moment donné, les lecteurs semblent quand même être maître du jeu. Une particule qu'on n'arrive pas tout à fait à identifier sous toutes ses facettes. Il y a
deux éléments. C'est que quand tu parles de présence sur les réseaux sociaux, tu peux être présent pour de très mauvaises raisons. Ah, mais complètement. Prenons l'exemple de Fillon. Exactement. Par exemple, c'est-à-dire que pendant cette campagne présidentielle, il y a des gens qui ont été présents sur les réseaux sociaux, mais pas par rapport au contenu ou aux propositions qu'ils pouvaient avoir pour la campagne présidentielle, mais pour des événements qui étaient annexes, et ils avaient une présence médiatique. Après, ce qu'on a mesuré, c'était le niveau de soutien, de rejet, et c'est ça qui permettait... À l'échelle américaine, si on regarde tout ce que Trump ou Hillary Clinton, chacune, ils ont eu des buzz hyper négatifs sur les réseaux sociaux. Bon, il semblerait que Trump, lui, en ait davantage profité au final, mais voilà, c'est compliqué, moi, je trouve, à appréhender pour l'heure. 40 secondes pour donner vos arguments. Vous savez, je mets de la solennité quand je parle des comptes. 40 secondes pour donner vos arguments, résumer votre pensée. Jérôme, c'est avec plaisir que je commence avec vous. Le big data va-t-il remplacer les sondages? Est-ce que vous allez être mis au chômage? Non pas du plaisir, du chômage, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, on va pas être mis au chômage. Les sondages existent depuis maintenant de nombreuses années et globalement ont fait leurs preuves. Ils sont basés sur des méthodologies, sur des technologies et des outils scientifiques qui remettent pas en cause leur existence. Le big data, c'est quand même quelque chose d'important. Les instituts de sondage commencent à s'y intéresser et c'est vrai que ça peut en revanche venir en complément pour analyser des tendances, parce que nous, on a des tendances qui répondent souvent à une question. Est-ce que vous êtes favorable? Il n'y a pas que l'élection, les intentions de vote. Il y a aussi des positions sur des grands sujets d'actualité ou sur des sujets de société. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Enfin, tout ce que vous voulez. Et le big data peut permettre de compléter. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on arrivera plus à une coexistence qu'à une lutte entre les deux technologies. Alors là, c'est le sondeur qui donnait sa réponse. Le journaliste. Alors écoutez, complétons si l'on veut, on verra comment ça évolue cette affaire-là. Mais alors moi, Big Data, parce que je suis un parfait néophyte, parce que c'est plein d'algorithmes, ça me renvoie un peu à Big Brother. J'ai l'impression d'une espèce de société où l'électeur est de plus en plus... Alors vous savez, on a fait de l'homme politique un produit de marketing. Désormais, l'électeur consommateur, on essaie de comprendre ses tendances et ceci, c'est cela. Bon, bien sûr qu'il y a des éléments sans doute à tirer, de bonnes synthèses à faire, des éléments de compréhension de l'évolution au sein d'une campagne électorale. Mais j'en reviens à ce que je disais. Moi, en tant que journaliste, j'aime bien savoir mes collègues sur le terrain, à essayer aussi de comprendre, de discuter avec les gens. Les vrais gens ont des choses à vous dire. Ils ne sont pas que des numéros sur Internet. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé sur cette question. Nous allons poursuivre sur ce thème, évidemment, pour le débriefing culturel. Multiplication des sondages, nous l'avons dit, storytelling, l'action politique est fortement liée aujourd'hui aux communications, aux stratégies de communication et par conséquent à l'opinion publique, décryptage par la culture avec nos esprits critiques, Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Marie-Ange Philippe, bonsoir Xavier Affre. Alors Marie-Ange, nous allons commencer avec vous, avec ce titre très poétique. Oui, à quoi rêvent les algorithmes? Alors, le sous-titre, c'est Nos vies à l'heure des big data. Donc, ça va plaire à Sébastien, tout ça. Oui, vous pensez? Oui, je pense. Okay. De Dominique Cardon. De Dominique Cardon, qui analyse la place des big data, enfin du big data plutôt, dans tous les domaines de société, la santé, les finances, la culture, etc. Parce qu'il y a une espèce d'omniprésence presque invisible des algorithmes. Alors, ce livre a deux buts. C'est démontrer comment les mathématiques bouleversent un peu notre société et surtout montrer que l'utilisation de ces calculs, de cette technique, ne relève pas justement que d'un projet technique, mais d'un véritable projet politique. Alors le discours de Dominique Cardon, c'est il faut comprendre leur logique, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre à quoi ils servent et à qui ils servent parfois aussi. Et il a un discours très mesuré. Il dit voilà, il ne faut pas tomber dans l'apologie à la Google du tout calculable de façon un peu totalitaire, mais il ne faut pas non plus tomber dans la méfiance un peu naïve. Le but, c'est de garder une attitude raisonnable et il considère qu'un algorithme n'est, alors je le cite, en lui-même ni bon ni mauvais. Il fonctionne comme une suite d'ingrédients qu'il faut ajouter dans le bon ordre si on ne veut pas rater le plat. Alors bon,
voilà, ce sont nos petits compagnons de route. Il faut vivre avec, il faut surtout les comprendre. Le risque est réel. Par exemple, on a notamment dans le domaine de la finance, où on peut dérégler tout un système, ou alors dans des mesures sociologiques, où on peut créer aussi de certaines discriminations, enfin, analyser certaines discriminations. Et sa conclusion, ça va faire plaisir à Xavier, il faut encourager une formation au numérique, il faut que l'éducation numérique devienne un réflexe, une éducation au code et à ses, je sais pas, à ses coulisses, on va dire ça comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est plutôt une bonne idée, une formation au numérique comme une formation à la lecture de l'image, au décryptage. Une formation au numérique, enfin après maintenant, si c'est pour déchiffrer les algorithmes incompréhensibles, moi je dois dire que c'est quelque chose pour eux qui est assez fumeux et qui m'intéresse à vrai dire assez peu, il faut bien le dire, mais bon, parce qu'il faut faire une émission donc on décrypte. Non, je plaisante, trêve de plaisanterie. Non, alors c'est vrai que j'ai écouté le débat qui était intéressant tout à l'heure là, sur les sondages. Alors, il y a eu beaucoup de sondages bashing et du coup j'ai choisi un documentaire qui s'appelle Sondage, influence et pouvoir. Alors, un documentaire qui avait été fait par Roland Quérol, l'auteur était Roland Quérol, qui est un des membres d'Institut de sondage. On le voit souvent à la télé pour les élections présidentielles ou autres. Et c'était réalisé par Olivier Vaillant. Alors, c'est un documentaire qui n'apprend pas grand-chose de nouveau pour celui qui connaît bien les sondages, le rapport entre les politiques et les sondeurs et l'opinion publique, sauf qu'il y a des témoignages très très intéressants et c'est peut-être ça qui est un peu savoureux quand on entend Ségolène Royal parler des sondages ou François Bayrou à un moment donné qui était donné avec des chiffres très hauts, puis ça a fait un petit peu pchit, un petit peu comme Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années pour l'élection. C'est assez savoureux et en même temps ça me fait penser, j'ai l'impression de voir des gens un peu schizophrènes parce que c'est quand même eux les responsables aussi de ça. C'est-à-dire que le rapport entre sondage et politique est très complexe. Certes, les sondeurs amènent un peu la carotte, mais les politiques le font aussi. Il y a un jeu d'aller-retour, si vous voulez, entre sondage ou sondeur et politique. Quand j'entends à la télé les politiques se plaindre des sondages, je me dis qu'ils ont quand même un certain toupet, puisque c'est quand même eux qui les commandent majoritairement, des fois dans des conditions illégales. Nicolas Sarkozy, par exemple, pour le citer. Qui a été condamné. Mais voilà, et du coup, enfin, ou du moins accusé, qui a mis en examen. Mis en examen, qui n'est pas une condamnation, donc je le précise quand même, il ne faut pas être très partisan. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment ces témoignages qui étaient très intéressants sur ces sondages, parce que c'est un instrument politique. Là, je rejoins un peu ce qu'a dit Sébastien, c'est un instrument politique et pour les journalistes efficace. Mais bon, un sondage, quand un sondage se trompe, la question se pose, on supprime les sondages. Quand la télé se trompe, on ne casse pas la télé. Quand un reportage, quand un journaliste fait un article odieux, on ne massacre pas le journaliste. Non, ça n'arrive jamais. Donc, je veux dire, voilà, il faut prendre pour ce que c'est. Je pense que les gens ont une trop haute estime des sondages. Ce qui est intéressant dans le film que vous proposez, Xavier, c'est aussi qu'il montre que cela peut servir d'aide à la décision. Oui. Alors, c'est à la fois intéressant et à la fois terrifiant. Si on se dit qu'en 1980, François Mitterrand avait écouté les sondages de l'époque, qui donnaient notamment sur l'abolition de la peine de mort, qui étaient totalement contre l'opinion publique de l'abolition de la peine de mort, il n'aurait jamais pris cette décision. Alors, il y a toujours ce niveau d'interprétation, ce niveau de prise de décision qui est intéressant. Et c'est très bien décrypté dans le... Oui, mais je pense que c'est là aussi, je rejoins quand même Sébastien, même si je l'ai un peu taquité sur la presse là, c'est qu'il a raison quand il parle du citoyen. C'est-à-dire qu'encore une fois, le sondage ne fait pas l'élection, bien entendu. Ça veut dire que face à un sondage, la meilleure des réponses possibles, c'est la mobilisation, c'est aller voter, c'est voilà. Un sondage n'est qu'une, et là aussi Jérôme l'a dit, c'est qu'une photographie à un instant précis. Ça ne veut quasiment rien dire. Voilà. Après, il y a le risque qu'on a tous en tête. Le sondage, quand même, influe. Enfin, oui. Mais comme la télé... le vote utile, c'est la peur des sondages. C'est ce qui s'est passé un petit peu. Voilà, c'est la peur des sondages. Oui, mais comme un commentaire d'un journaliste, par exemple, c'est pareil, qui fait peur. Même chose. Eh bien oui, mais la télé, c'est pareil. Télé. Vous le regardez avec des. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lancer sur autre chose. Je veux dire, j'ai plus rien. J'invente un truc, si vous voulez, mais j'ai plus rien. Je suis venu qu'avec ça. Autre chose surprenant, quoique plus cinéphile. Là, c'est un choix, on va dire, un peu annexe, mais c'était intéressant de savoir, à un moment donné, dans l'histoire, comment un sondage peut faire peur. Parce que c'est vrai que des fois, ça fait peur, c'est ce que disait Marie-Ange. Et c'était le film de Coluche. Donc, Coluche, l'histoire d'un mec, d'Antoine Decaune, qui est sorti en 2007 avec François-Xavier de Maison. Pourquoi ce choix ? Parce qu'à l'époque, quand Coluche décide de lancer sur le ton de la plaisanterie sa campagne à l'élection présidentielle, et sa candidature... Bon, au départ, évidemment, il avait dit, je crois, la France est coupée en deux, moi je vais la faire se plier en quatre. Bon, c'est un peu le mot d'ordre du début de Coluche. Et puis finalement, il se prend au sérieux, ça devient très... Et puis il y a des sondages. Ouais. Et les sondages sont allés jusqu'à le créditer de 16% des intentions de vote, ce qui est énorme, ça a affolé tous les candidats. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, avec des pressions, des menaces, que montre très bien le film, qui est d'ailleurs
vraiment qui concerne que la période 80-81, puisqu'il retire sa candidature au mois de mars. Pression sérieuse, jusqu'à menace de mort. Je crois qu'il y a même son régisseur qui a été assassiné. Alors évidemment, rien à voir avec ça, mais pourquoi j'en parle? Parce que ça a mis de la paranoïa Voilà, on a fait croire à Coluche que c'était à cause de sa campagne et sa candidature, donc ça crée le trouble complètement. Et voilà, donc du coup, c'est à un moment donné, le sondage qui est sorti, qui disait entre 13 et 16%, ça a fait paniquer toutes les équipes de campagne des candidats. C'était une menace. Et puis ce qui est intéressant dans le film quand il y a l'évocation, et puis dans ce parcours-là, quand il y a l'évocation des sondages, c'est que, y compris les gens qui sont avec lui, son cercle restreint, je pense aux journalistes de Charlie Hebdo, de l'Écho des Savants, enfin, sont très attentifs aux sondages. On pourrait se dire, jamais Charlie Hebdo, les sondages. Eh bien non, ils sont très attentifs et ils poussent véritablement, physiquement, intellectuellement Coluche. Je pense que c'est ce qui fait que lui se prend au sérieux, sans doute aussi à un moment donné. Et puis de l'autre côté, c'est ce qui fait peur, mais même froid dans le dos, j'imagine. Alors surtout à Mitterrand, peut-être plus qu'à Giscard, parce que Mitterrand, le risque c'était l'absence au second tour, encore une fois, évidemment. Puis c'était aussi le prétexte pour chercher une petite citation de Coluche, qui est à peu près une citation sur tous les sujets, tous les thèmes. C'est une référence qui a dit « Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent ». C'est assez extraordinaire. Je trouve que c'est assez juste après le mois de politique qu'on vient de vivre et qu'on va sans doute continuer à vivre dans les années à venir. Et vous êtes comme François Hollande, vous avez l'air de la synthèse. Vous avez synthétisé cette émission grâce à cette formule de Coluche. Bravo Xavier, bravo. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débriefé sur le sujet du soir. Nous avons parlé de Big Data, nous avons parlé de sondage, nous avons parlé d'opinion publique et nous avons parlé d'algorithmes et de Coluche parce qu'il faut revenir systématiquement à Coluche. C'est la règle du jeu. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h et c'est sur François Corse via Stella, évidemment.